de participer à ce webinaire sur la thématique analyse de sol et fertilisation qu'on organise avec les chambres d'agriculture du vignoble champenois. Le webinaire il sera enregistré, on le diffusera sur nos réseaux. Donc si vous voulez le revoir ou si vous avez des contacts qui voudront le voir, il n'y aura pas de problème, ils pourront le faire sur nos différents réseaux, YouTube normalement. Pour ma part, je vais me présenter, donc Pierre Gachigna, je suis conseiller viticole à la Chambre d'agriculture de la Marne, sur des thématiques techniques, notamment le thème de la fertilisation. Euh, donc, je sais pas, Aurélie, si tu avais d'autres choses au niveau de l'introduction. Euh, Non, c'est parfait, tout est OK. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire des Jeudis de la Viti. alors, au programme, alors, comme thématique, c'est un petit peu vaste. Donc là, on fait une présentation qui va durer 1 heure en tout. Donc la présentation va certainement durer autour d'une demi-heure, peut-être un peu plus. Il y aura une partie questions par la suite. Si vous avez des questions, je vous laisserai les poser dans l'onglet sur Teams, dans l'onglet commentaires, dans l'onglet conversation. Ça sera plus simple. Comme ça, on prend les questions à la fin et on y répondra à la fin. Donc le programme là, de la présentation, c'est un rapide rappel des bases de la fertilité d'un sol. Après, on aura une partie analyse de sol. Donc on verra les différents types d'analyses qui existent, les différents laboratoires, les avantages, les inconvénients de chacun. Euh, Qu'est-ce que chaque laboratoire peut proposer, des analyses plus ou moins compliquées, plus ou moins complètes. Et après, on abordera le thème du fonctionnement de la matière organique, puisque en Champagne, bon, bah, la fertilisation se fait en grande partie à partir de produits organiques. Donc, c'est quand même important de faire un rappel là-dessus. Et après, on abordera la partie sur les fertilisants. Les fertilisants, donc de quoi sont composés les produits qu'on peut retrouver dans le commerce en bouchon chez nous, principalement. Et pour ça, on discutera des indicateurs que vous retrouvez sur les plaquettes de- des distributeurs, les indicateurs techniques au niveau des produits, comme par exemple l'ISMO, le rapport carbone-azote, le, le, le rendement humique qu'on peut avoir aussi, le ratio matière organique sur produit brut, ce genre de choses. Voilà, on discutera de quel produit mettre, à quel moment, dans quelles circonstances, etc. Donc voilà, petit rappel sur la fertilité d'un sol. Un sol pour qu'il soit fertile, il y a plusieurs choses qui doivent être réunies pour qu'un sol fonctionne bien. La première chose, c'est qu'il faut que le compartiment physique du sol soit bon. C'est-à-dire qu'au niveau de la structure, un sol, faut qu'il soit suffisamment structuré. Il faut pas qu'il y ait de problème de compaction. Il faut que l'eau, l'air puissent circuler de façon normale pour qu'un sol puisse fonctionner. Ensuite, vous avez la partie acido-basique. Donc ça, c'est le pH. Euh, Savoir si un sol est plutôt acide ou plutôt basique, calcaire. Alors, nous, en Champagne, c'est pas vraiment un problème la partie acido-basique en général parce qu'on a des sols plutôt calcaires. Donc, au niveau du fonctionnement du sol en lui-même, ça va pas poser de problème. Là où ça peut poser des problèmes, c'est sur le risque de chlorose. Et donc, par rapport à ça, il faut bien choisir son porte-greffe pour éviter d'avoir des chloroses sphériques sur nos parcelles. Mais en termes de fonctionnement du sol, en règle générale, il y a pas ça pose pas de problème. Donc, nous, on est plutôt bien avec ça. Et le troisième compartiment, c'est le compartiment organique. Ça va être tout ce qui est donc matière organique, qu'elle soit morte ou vivante. Donc dans la matière organique vivante, on va avoir les champignons, les bactéries, toute la microfaune du sol. Euh, donc voilà, il faut que ces trois compartiments fonctionnent bien pour qu'un sol fonctionne bien. Donc au niveau du diagnostic d'un sol, quand vous êtes sur vos parcelles, quand vous avez une parcelle, par exemple une parcelle qui pousse pas bien, qui a un problème de vigueur,
et que si vous pensez que ça vient du sol, il y a des points à observer et certains sont plus importants que d'autres. Par exemple, l'état physique, la structure du sol, la circulation de l'eau, s'il y a de l'eau en excès, s'il y a de l'hydromorphie, de l'eau qui stagne ou si vous avez un sol qui est mal structuré, par exemple avec de la compaction. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on va dire en termes d'apport d'engrais, d'apport de fertilisants. Le sol va pas répondre. Si le sol ne pourra pas fonctionner, en fait. Donc l'état physique, l'état le plus important, c'est le compartiment le plus important au niveau du fonctionnement d'un sol. Si l'état physique ne va pas, il n'y a pas grand-chose qui pourra aller par la suite. En deux, vous avez l'état acido-basique. On a vu qu'on n'était pas trop embêté avec ça. Et en trois, la partie organique, biologique, c'est ce qui arrive en dernier. Donc voilà, je mets cette diapo pour déconstruire un petit peu certaines idées. Euh, Au niveau de la partie fertilisation organique, c'est pas l'alpha et l'oméga du fonctionnement, du bon fonctionnement d'un sol et d'une bonne vigueur de la vigne. Donc on va commencer la partie sur les analyses de sol. Alors, c'est pareil, je voulais rappeler que quand on fait un diagnostic pour ce qui est de la fertilisation, quand on commence à réfléchir comment on va fertiliser sa parcelle, avec quoi on va fertiliser sa parcelle, l'analyse de sol, c'est un indicateur parmi d'autres, et on se rend vite compte que finalement, c'est pas non plus l'indicateur forcément prioritaire à regarder. Alors, c'est un indicateur important, mais il y a plein d'autres choses à regarder quand on fait un programme de fertilisation. Il faut regarder évidemment l'historique des apports. On va pas avoir la même chose si on n'aura pas la même situation si on n'a rien apporté depuis 10 ans. À l'inverse, si on a apporté 2 tonnes de produits organiques par an. La vigueur va jouer beaucoup. Le potentiel du sol également va jouer. On n'aura pas évidemment les mêmes besoins sur un sol si on a une profondeur de 20 centimètres et qu'en dessous on a une dalle calcaire, on sera sur un sol qui sera très, très limitant, que ce soit au niveau de l'eau, des éléments minéraux. Si on a des viraux style Cournouet, on pourra aussi adapter la fertilisation. Si on a des carences au niveau de la vigne, visuellement on pourra le voir et faire quelque chose aussi par rapport à ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'indicateurs à regarder et l'analyse de sol est un indicateur parmi d'autres, même si c'est souvent celui dont on parle le plus. Donc, j'ai fait un petit focus sur 3 laboratoires. Alors, il y en a d'autres, hein, mais voilà, j'ai cité là dans la présentation les laboratoires Aurea, laboratoire Kama et laboratoire Celesta Lab. Alors, il y en a d'autres. Il y a Excel notamment. Il y a Terramea qui propose d'autres, euh, d'autres choses aussi. J'ai présenté ces trois-là. Les trois proposent des analyses plus ou moins complètes. Certaines sont plus lisibles que d'autres. Et finalement, pour les analyses classiques, on va dire, on va voir qu'il y a souvent peu d'indicateurs à interpréter. Donc, je vais commencer par décrire des analyses, les analyses de la CAMA, avec un petit peu les avantages et les inconvénients. La CAMA, l'avantage, c'est que c'est un référentiel qui est champenois, c'est-à-dire que le laboratoire, il se trouve à Reims. Et donc, les analyses que vous envoyez à la CAMA, les résultats, en fait, vos résultats sur vos parcelles, ils sont comparés à des parcelles champenoises. C'est-à-dire que c'est plus facile pour se repérer en termes de moyenne, puisque vous comparez à des parcelles qui sont assez similaires aux vôtres. Donc ça, c'est un gros avantage au niveau de la CAMA, c'est que le référentiel d'analyse, il est champenois, et la CAMA travaille en partenariat avec le CIBC et les chambres d'agriculture. Donc ça permet d'avoir des choses bien adaptées à notre situation, vigne champenoise, en termes d'indicateurs et en termes de lisibilité et d'intérêt pour nous. Donc c'est un résultat d'analyse qui est, voilà, qui est assez clair et lisible avec la fiche Vitisol. Il y a assez peu d'indicateurs à interpréter, on va le voir par la suite. C'est une bonne analyse physico-chimique. L'inconvénient, si on peut dire, c'est qu'il y a assez peu de visibilité sur l'aspect organique du sol. Ensuite, vous avez le laboratoire qui est Celesta Lab. Donc, eux, la différence, c'est ils ont un référentiel qui est à l'échelle nationale. C'est-à-dire que quand vous envoyez un échantillon, vous avez en fait le résultat qui est comparé à des analyses de vignes, mais qui peuvent être de vignes de toute la France. Donc ça, c'est une grosse différence avec la CAMA.
CELESTA Lab, c'est une référence en termes d'analyse organobiologique. En gros, c'est des analyses qui vont être beaucoup plus poussées que les analyses de l'ACAMA en termes d'analyse de la matière organique, du fonctionnement du carbone, de l'azote du sol. On y reviendra après. Il y a un large choix d'options qui sont proposées dans ce type d'analyse. Ça va de l'analyse classique à l'analyse plus complète. Et Auréa, c'est un petit peu pareil. Auréa, alors au niveau du rendu, ça peut paraître souvent un peu moins clair, mais il y a un large choix d'options et on peut aller de l'analyse classique jusqu'à l'analyse complète. Donc voilà, là c'était pour faire un point rapide sur les trois laboratoires principaux. Si on regarde une analyse dans le détail, ça vous arrive très régulièrement, je pense, d'avoir des analyses à interpréter. Il y a des choses, la première chose à regarder, ça va être la granulométrie de votre sol. Il faut savoir que la granulométrie, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Si vous faites une analyse en 2020 sur une parcelle, vous refaites la même parcelle en 2000, en 2035, l'analyse, la granulométrie du sol n'aura pas changé. Donc ça, vous le faites une fois et après, ça va pas beaucoup évoluer. Les sols seront différents en fonction d'un sol argileux et un sol sableux, mais vous n'aurez pas beaucoup de... Vous ne pourrez pas réellement avoir un impact là-dessus en termes de fertilisation. Ensuite, vous avez la partie organique, avec la matière organique totale. L'analyse classique de la CAMA vous donne un taux de matière organique totale, et donc par rapport à ça, vous savez uniquement, entre guillemets, s'il est faible ou s'il est satisfaisant. Donc, c'est un indicateur à interpréter. Et ensuite, vous avez le rapport carbone sur azote. La fourchette de teneur souhaitable en C sur N, c'est entre 8 et 12. S'il est faible, ça veut dire que votre sol, il a une décomposition rapide de la matière organique. S'il est élevé au-dessus de 12, l'activité biologique est réduite et la décomposition se fait de manière plutôt lente. Donc, en dessous de 8, c'est assez rare. On peut avoir assez souvent, par contre, des rapports C sur N au-dessus de 12. Dans ce cas-là, si vous avez un rapport C sur N trop fort sur votre sol, une des solutions, ça peut être de stimuler l'activité biologique en faisant du travail du sol, du griffage par exemple dans l'intervent, de remuer, d'aérer un peu le sol, de stimuler un peu la minéralisation, l'activité biologique et la dégradation de la matière organique. Ce qui peut se faire aussi, c'est d'apporter des fertilisants facilement dégradables avec des ismos plutôt faibles. On y reviendra tout à l'heure sur ce que c'est l'ismo, mais voilà. Ensuite, vous avez le calcaire total et CEC. Pas grand-chose à dire là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à faire en termes de fertilisation pour bouger ça. La CEC, c'est la capacité d'échange cationique, c'est la taille du réservoir du sol en termes d'éléments minéraux. Plus elle sera grande, plus votre sol pourra absorber et fournir des éléments minéraux en grande quantité pour la culture qui est dessus. Donc ça dépend en fait du taux d'argile et du taux de matière organique. Donc éventuellement, si vous avez un taux de matière organique trop faible, si vous l'augmentez, vous augmentez la capacité de votre sol à retenir les éléments minéraux. Ensuite, vous avez le calcaire actif et l'IPC avec le dosage du fer. Ça, c'est primordial si vous replantez une parcelle. C'est hyper important de faire une analyse avant plantation avec cet indicateur d'IPC, d'indice de pouvoir chlorosant. Ça vous guidera dans le choix du porte-greffe. On peut avoir des sols très calcaires avec beaucoup de calcaire actif en Champagne. Si vous choisissez mal votre porte-greffe à la base, ça peut être catastrophique après pour le développement de la vigne avec potentiellement des gros problèmes de chlorosphérique. Donc aujourd'hui, c'est indispensable de faire une analyse avec un IPC avant de planter. Et ensuite, ce qui est très bien sur l'analyse de la CAMA, c'est que vous avez les résultats de la potasse et de la magnésie. Et le logiciel de l'Akama, en lien avec le CVC, vous dit si vous devez apporter de la potasse ou ne pas apporter, justement, pareil pour le magnésium, et ça vous donne le rapport K sur Mg. Alors la potasse et la magnésie, il faut savoir que c'est des éléments qui sont antagonistes l'un et l'autre, c'est-à-dire que si vous avez un excès de potassium, ça va induire une carence en magnésium. Et inversement, si vous avez un excès de magnésium, ça va freiner l'absorption du potassium. Vous pourrez avoir une carence en potasse. Donc, il faut que ces deux éléments minéraux soient équilibrés dans le sol pour éviter d'avoir des carences en l'un ou en l'autre. Euh,
Et l'analyse de la CAMA vous fait des précaux sur le nombre d'unités à apporter en potasse et en magnésie. Donc pour ça, c'est assez facile d'être guidé dans le choix de ces fertilisants. Éventuellement, s'il y a des corrections à faire, l'analyse vous dit, bon, il faut apporter tant d'unités d'azote, de potasse ou de magnésie. Donc finalement, quand vous avez une analyse comme ça de la CAMA ou une analyse OREA, on va dire auréa, la formule de base, il n'y a pas tant d'indicateurs que ça à interpréter. Vous avez le taux de matière organique total. Vous savez s'il est faible ou s'il est satisfaisant. Donc s'il est satisfaisant, bah, c'est tant mieux. S'il est faible, vous savez que potentiellement, si vous avez des problèmes d'érosion sur votre sol ou des problèmes de rétention d'eau ou des choses comme ça, vous savez que vous devez augmenter le taux de matière organique. Mais voilà, au niveau de la visibilité sur la matière organique, ça va pas plus loin que ça au niveau des analyses basiques, que ce soit Kama ou Urea. Il y a le rapport C sur N à interpréter, comme on l'a vu tout à l'heure, savoir s'il est trop haut, trop bas. Les éléments minéraux, c'est très pratique pour ça, la potasse, la magnésie, le rapport K sur Mg, le phosphore, on en parle un peu moins parce que la vigne a assez peu besoin de phosphore. Et éventuellement, si vous replantez une parcelle, euh, vous avez l'indice de pouvoir chlorosant. Donc la CAMA, ou en tout cas une analyse OREA classique, c'est une bonne analyse de routine, mais finalement, on a assez peu de visibilité sur le comportement de la matière organique. Et pourtant, en fait, voilà, c'est elle qui va libérer l'azote lors de sa dégradation. Et en plus, on fertilise avec des produits organiques. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de visibilité à ce niveau-là sur comment se comporte la matière organique de votre sol, celle qui est déjà présente ou celle que vous avez apportée via vos engrais, c'est possible d'avoir des analyses qui sont un peu plus poussées. Celesta Lab et Aurea proposent ce genre d'analyse. Euh, En général, l'indicateur qui est intéressant, qui arrive après au niveau de la matière organique, euh, ça va être le fractionnement de la matière organique. Et en fait, quand vous faites un fractionnement de la matière organique, vous n'avez pas uniquement le taux de matière organique total, mais vous avez les différents types de matière organique, la matière organique libre, ce qu'on appelle l'humus du sol, ce qui représente en moyenne 80% de la matière organique totale, et la matière organique libre. La matière organique libre, c'est la matière organique qui est plus grossière, qui est plus récente dans le sol, plus jeune, et c'est elle qui va venir nourrir l'activité biologique du sol. Et donc ça permet quoi concrètement? Ça permet de savoir si vous avez un manque de l'un ou de l'autre. Par exemple, vous pouvez avoir un très bon taux de matière organique totale à 3% ou 4%, mais avoir un gros déficit de matière organique libre. Et si vous avez un déficit de matière organique libre, eh ben, potentiellement, ça peut expliquer des problèmes d'activité biologique, de libération de l'azote, etc. Donc ça, c'est un indicateur qui est intéressant et qu'on n'a pas sur des analyses classiques de routine. Donc pour des parcelles qui fonctionnent pas bien, des sols où on ne comprend pas trop ce qui se passe au niveau voilà, de problèmes de manque de vigueur ou à l'inverse d'excès de vigueur, de problèmes de botrytis ou d'odium par exemple, le fait de faire un fractionnement de matière organique, de faire des analyses un peu plus poussées comme ça permet des fois d'y voir un peu plus clair. Vous avez le rapport carbone-azote également de la matière organique libre et de la matière organique liée. Et donc, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité de comment est composée la matière organique de votre sol et le rôle de chaque compartiment de cette matière organique. Vous avez l'humus qui représente 80% de la matière organique, c'est la matière organique liée, matière organique libre. Et ce genre d'analyse vous mesure également la biomasse vivante, la biomasse microbienne, c'est-à-dire les champignons, les bactéries notamment, les protozoaires, et la matière organique potentiellement minéralisable. Ça, on verra juste après. Donc Célestalab notamment vous propose un dosage de la biomasse microbienne, une mesure de la biomasse microbienne. Donc ça vous dit si la biomasse microbienne de votre sol est faible ou forte ou satisfaisante. Je rentre pas dans les détails des différents indicateurs parce que ça serait un peu compliqué, mais ça vous donne une indication là-dessus. Et alors ça, c'est pas comparable avec l'indice d'activité biologique de chez Aurea. Pour ceux qui font des analyses chez Aurea, il faut savoir que vous avez un indicateur qui s'appelle l'IAB, l'indice d'activité biologique. En réalité, c'est un calcul qui est fait à partir du taux de matière organique, du rapport C sur N, qui ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez avoir les très bonnes pratiques, mettre en place des très bonnes pratiques en termes d'apport de matière organique, de fonctionnement du sol. Ça ne fera pas bouger l'IAB, c'est pas un très bon indicateur.
Euh, Par contre, voilà, Célestalab propose une mesure de la biomasse microbienne qui permet un peu de savoir où on en est, s'il y a des parcelles qui fonctionnent pas bien, une vigne qui pousse pas bien, ça permet, voilà, d'y voir un peu plus clair, ça permet d'identifier quelque chose qui va pas, éventuellement. Et ensuite, vous avez des courbes de minéralisation du carbone et de l'azote. Alors, pour faire simple, la courbe de minéralisation du carbone, ça vous indique si la matière organique de votre sol se dégrade correctement. Et la courbe de minéralisation de l'azote vous indique comment votre sol libère de l'azote quand la matière organique se dégrade. Et vous avez, alors je sais pas si vous voyez ma souris, mais en bas à droite, le Célestin Lab est capable de vous dire, à partir de l'échantillon que vous lui envoyez, combien d'unités d'azote votre sol peut fournir sur une échelle de 4-5 mois. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un prélèvement pendant l'hiver, Célestin Lab est capable de vous dire, bah voilà, le sol de telle parcelle est en capacité de vous libérer 50 unités d'azote dans la saison, ou 100, 200, 300, en fonction de la fertilité de votre sol. Et bah, ça, concrètement, ça peut être un très bon moyen de soit de faire une impasse. Si votre sol libère beaucoup d'azote et que vous le voyez sur l'analyse, ça peut permettre de choisir de faire une impasse éventuellement en prenant un peu plus de sécurité, en prenant un peu moins de risques. Ou alors ça peut vous faire dire, bah, voilà, mon sol libère peu d'azote et il faut que j'en apporte un peu plus. Donc c'est en ça que ce type d'analyse, et Auréal propose aussi, permet d'avoir une meilleure visibilité sur le plan organique. Encore une fois, c'est intéressant sur des parcelles où il y a des soucis. En routine, l'analyse Kama ou l'analyse Aurea fonctionne très bien s'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Au niveau de la fertilisation organique, alors si vous avez des questions sur les analyses, mettez-les dans la partie conversation, on y reviendra tout à l'heure. Euh, pour passer à la partie fertilisation, alors je vais parler principalement de la fertilisation à base de produits organiques. Il faut savoir que dans les plantes, dans la vigne, l'azote, il est principalement absorbé sous forme minérale. Et en fait, vous voyez sur le graphique à droite de l'écran, l'azote dans le sol, il est quasiment à 100% présent sous forme organique. Donc, comme il est présent dans le sol sous forme organique, et qu'en plus on fertilise avec des produits organiques, et que la plante l'absorbe sous forme minérale, il faut qu'il y ait une étape entre les deux, une étape de minéralisation. Et donc, cette minéralisation, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle va dépendre de l'humidité du sol, de la température, de l'état physique du sol et de l'activité biologique. Donc, voilà, c'est important d'avoir un sol qui fonctionne bien parce que cette minéralisation doit pouvoir se faire dans les bonnes conditions. Euh, et donc, votre sol va libérer de l'azote, enfin, l'azote dont la vigne a besoin, il va être fourni en partie par la matière organique que vous apportez sous forme de fertilisant organique, et aussi il va être apporté par la matière organique qui est naturellement présente dans le sol, qui va libérer de l'azote quand elle va se dégrader. C'est-à-dire que même si vous n'apportez pas de fertilisant organique, si vous faites une impasse de fertilisation, dans votre sol, il y a de la matière organique naturellement présente. Sur vos analyses, vous avez 2%, 3%. Cette matière organique se dégrade un petit peu tous les ans et fournit de l'azote du sol. Alors, en général, il faut apporter un complément, c'est pour ça qu'on fertilise la vigne. Mais voilà, il y a ces deux choses qui vont venir apporter l'azote du sol, la matière organique déjà présente et les fertilisants que vous apportez. Et tout ça se fait après minéralisation. Il y a des éléments qui sont présents dans le sol, à l'inverse, quasiment uniquement sous forme minérale. Le potassium est présent sous forme minérale euh, et le phosphore, lui, est un petit peu intermédiaire, par exemple. Au niveau des besoins en éléments minéraux, alors je vous ai mis un tableau, alors c'est vraiment des valeurs moyennes. Ça, au niveau des besoins de vos parcelles, plus spécifiquement, chaque cas est différent et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du potentiel du sol, comme on l'a dit tout à l'heure, des pratiques d'entretien du sol, notamment les pratiques d'enherbement. Si vous avez un enherbement qui est concurrentiel, potentiellement il faudra apporter plus d'azote que ce qu'on a mis là sur le tableau. L'objectif de rendement va également jouer, et le matériel végétal aura
également un rôle. Il y a d'autres facteurs hein, qui entrent en jeu, mais ceux-là sont les principaux, je pense. En termes d'éléments minéraux, alors au niveau de l'azote, on vous a mis dans le tableau la quantité exportée par an. Euh, Quantité exportée par les raisins pour 15 000 kilos. On est à peu près à 18 unités, exportées par la végétation 26 unités, et exportées par les sarments 14 unités d'azote à l'année. Donc, dans le tableau, vous voyez bilan des exportations avec les sarments broyés, c'est 44 unités. Là-dessus, vous avez la matière organique du sol qui va libérer de l'azote naturellement. Et donc, on considère que la vigne a besoin entre 0 et 30 unités d'azote. Alors ça, c'est des valeurs qui datent un petit peu de plusieurs années. Aujourd'hui, avec les changements de pratique d'entretien du sol, et si, notamment si on a de l'enherbement, avec du travail du sol notamment, ça peut aller à plutôt de 30 à 50 en termes d'unités d'azote. Encore une fois, toutes les situations sont différentes. En termes de phosphore, la vigne a des besoins en phosphore assez faibles, donc le phosphore, c'est pas vraiment un sujet pour nous. Euh, on est entre voilà, une dizaine d'unités, donc le sol a suffisamment de phosphore sans qu'on ait besoin d'en apporter. Après, même si on en apporte, il n'y a pas de problème d'excès de phosphore. Et en termes de potasse et de magnésie, sur quelque chose de classique, moyen, on est sur des besoins en potasse entre 60 à 90 unités par an et en magnésie entre 30 et 20. Globalement, encore une fois, sur un sol moyen, on va dire, euh, sur une vigne moyenne, où il n'y a pas de déficit, de déséquilibre, c'est un rapport de 3 pour 1. Il faut 3 fois plus de potasse que de magnésie. Au niveau des fertilisants, alors quand vous avez des gammes de fertilisants de vos distributeurs, des fois on peut s'y perdre parce que nous, la caractéristique des engrais qu'on a en bouchon, c'est que c'est des engrais en fait qui sont composés de plusieurs choses. On peut avoir des déchets verts compostés, du fumier composté, des tourteaux, des poudres de viande, de la matière organique d'origine animale, des fientes de volaille. Et donc, on a du mal à s'y retrouver. Donc là, et pareil, au niveau des indicateurs ISMO, rapport carbone-azote, on a du mal à s'y retrouver. Et donc, pour illustrer ça, je voulais commencer par vous présenter les caractéristiques d'un produit organique qui est celui du compost, notamment pour illustrer l'indicateur qui est l'ISMO. Alors, le compost, c'est quoi? C'est de la matière organique qu'on va mettre en tas, peu importe l'origine, ça peut être un compost de déchets verts, un compost de fumier de cheval. C'est de la matière organique qu'on met en tas. Ça va monter en température, on va retourner le tas, et en fait, avec ce phénomène de compostage de montée en température, on a une dégradation de la matière organique qui se fait durant ce processus de compostage. Euh, ça fait une réduction en fait de la quantité de matière organique, et on va arriver avec de la matière organique qui sera au bout du phénomène de compostage très, très stable et qui sera peu énergétique. Voilà, vous avez mis en tas du fumier, plusieurs retournements, et quand vous avez un compost qui est mûr, qui a été composté pendant un certain temps, c'est de la matière organique qui est très stable, qui va pas être énergétique pour les micro-organismes du sol, parce qu'en fait, toute la partie énergétique de la matière organique, elle s'est dégradée pendant le processus de compostage. Et donc, ça aboutit à des composts, à de la matière organique avec des ISMO élevés, un indice de stabilité de la matière organique. L'ISMO, c'est l'indice de stabilité de la matière organique. C'est ce qui va rester dans le sol une fois que votre matière organique se sera dégradée. Et donc, plus vous avez un ISMO élevé, plus la matière organique que vous allez apporter va former de l'humus en grosse proportion. Et donc, les composts, leurs caractéristiques, et on pourra faire le parallèle avec les amendements. Les amendements, c'est de la matière organique en bouchon qui est, qui est riche en compost. C'est une grosse base de compost, voire une majorité de compost. Et les composts, donc comme les amendements, ont des ismos élevés, c'est-à-dire que en un compost, on sera sur des ismos autour de 70-80%. C'est-à-dire que si vous mettez une tonne de compost à l'hectare, vous aurez, au bout du compte, 700 kilos, 800 kilos d'humus au bout du compte. Vous aurez 700 kilos ou 800 kilos de matière organique stable, de matière organique qui ne sera pas énergétique pour l'activité biologique du sol. Donc cette notion d'ISMO, c'est la stabilité de la matière organique, c'est la capacité d'un produit à fournir de l'humus au sol.
Donc plus il est élevé, plus votre produit va fournir de l'humus. À l'inverse, si vous avez un couvert végétal ou un enherbement, par exemple, que vous tondez, c'est des isthmos qui sont très faibles, vous avez des isthmos autour de 20%, l'enherbement que vous allez tondre, il va former très peu d'humus, et la plupart de cet enherbement, qui sera dégradé, va nourrir l'activité biologique du sol, mais c'est pas ça qui va augmenter à terme le taux de matière organique, parce que c'est pas stable dans le sol. Alors qu'un compost, une grosse majorité, 70-80%, va rester dans le sol parce qu'il sera très difficile à dégrader par les micro-organismes. Vous avez sur certaines plaquettes la notion de rendement humique. Alors on rejoint un peu ça. Le rendement humique, c'est ce qui, voilà, c'est pareil, c'est ce qui reste dans le sol. C'est la même idée. C'est ce qui reste dans le sol en kilos d'humus obtenu par tonne de produit épandu. En théorie, les distributeurs et les fournisseurs devraient parler en termes d'ISMO pour que ce soit plus clair et que tout le monde ait les mêmes indicateurs. Mais globalement, ça veut dire la même chose. À quelques détails près. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail là tout de suite. Donc, des composts, ce qu'il faut retenir sur un compost, c'est que peu importe l'origine de la matière organique qui est compostée à la base, ça vous donnera toujours un produit avec un ISMO élevé, même si c'est un compost de fumier de cheval, par exemple. Euh, voilà, ce qui est important, c'est le processus de compostage plutôt que l'origine du produit organique. Dans tous les cas, on sera sur des isthmos élevés. Donc le compost, et par extrapolation, les amendements organiques, dans vos gammes de fertilisants de vos distributeurs, vous avez la partie amendement organique. Donc c'est en grosse partie composé de compost. C'est des apports qui sont adaptés pour compenser un déficit de matière organique stable. Si vous avez sur une analyse de sol un taux de matière organique à 1,5% et qu'on vous dit que c'est trop faible, et ben, si votre objectif, c'est d'augmenter ce taux de matière organique, le produit à apporter, ça va être du compost ou de l'amendement euh, par rapport à voilà, ce que vous avez sur les gammes de distributeurs. C'est de la matière organique qui est stable, qui est peu énergétique. En fait, l'azote sera très peu libéré parce que la matière organique qui reste, elle est difficile à aller attaquer par les micro-organismes du sol. Toute la matière organique était facile à digérer, elle a déjà été digérée dans le processus de compostage. Donc, ce qui reste, ça va être très stable dans le sol et les micro-organismes vont très peu l'attaquer. Et donc, en termes de fourniture d'azote, un compost, il faut savoir que ça va libérer très peu d'azote. Là, vous avez des courbes de minéralisation sur un pas de temps de quelques mois. Euh, donc, épandage à l'automne, libération d'azote au mois de mai qui suit. Et vous avez les quantités d'azote minéralisé sur l'axe vertical avec l'apport de 10 tonnes de différents types de compost. On voit que les composts, des composts de digestats végétaux ou des composts de fumier de bovins vont libérer, pour 10 tonnes d'apportée, vont libérer entre 4-5 unités d'azote dans l'année. Donc si vous mettez du compost, vous allez avoir un impact sur le taux de matière organique, mais donc, il y aura un impact sur le sol, mais il y aura très peu d'impact en fait sur la plante. Vous n'aurez quasiment pas un effet vigueur, vous n'aurez pas un effet boost au niveau de la vigueur de la parcelle. Donc quand vous mettez un compost ou un amendement avec un très fort isthmo sur votre parcelle, il faut pas s'attendre à avoir un effet vigueur important. Sinon, vous serez forcément déçu. Et un compost ou un amendement ne sert pas à ça. Euh, on le voit là sur la courbe de minéralisation de l'azote. Je reprends une petite partie de Célesta Lab avec des isthmos en fonction voilà, de différents types de produits. Donc, vous avez les composts qui sont à droite avec des isthmos très élevés, proches des 100%, autour de 70-80%. Et à l'inverse, vous avez les couverts végétaux, donc de l'enherbement, de l'engrais vert, des pailles, des sarments qui ont un isthmo relativement faible aussi, même si on commence à être un petit peu intermédiaire. Et vous avez aussi tout à gauche les lisiers, les limaces, les fientes, toutes ces matières animales qui vont être très facilement dégradables et qui vont pas du tout s'accumuler dans le sol. C'est des produits, les lisiers, les fientes de volaille, les poudres d'os par exemple, c'est des produits qui vont se dégrader tout de suite et qui vont libérer de l'azote parce qu'en plus ils sont très riches en azote, mais qui vont pas du tout augmenter le taux de matière organique. Donc si vous avez des déficits en matière organique totale, et donc par extrapolation en matière organique
stables, liés, il faudra apporter plutôt des composts ou des amendements. Et ensuite, au milieu de tout ça, à 50%, vous avez des produits un petit peu intermédiaires, des fumiers, des BRF, qui eux ont un ISMO autour de 50. Alors eux, ils auront un petit peu, ils vont jouer un petit peu sur les deux tableaux. Donc, pour aller un peu plus loin par rapport à ça, le deuxième grand indicateur que vous avez en général sur les plaquettes commerciales, c'est le rapport carbone-azote du produit fertilisant. Donc, ça rejoint un petit peu, c'est le même rapport que vous avez pour le sol, mais là, le rapport carbone-azote sur les fertilisants, ça va vous indiquer si le produit il libère ou s'il consomme de l'azote lors de sa dégradation. Plus le C sur N sera bas, plus le produit que vous allez apporter va libérer de l'azote lors de sa dégradation, et à l'inverse, plus le C sur N sera élevé, euh, moins le produit va libérer d'azote, et on verra tout à l'heure des courbes de minéralisation sur des produits avec des rapports carbone-azote très élevés. Ça peut même immobiliser l'azote du sol. C'est le phénomène de fin d'azote. Si vous avez des produits trop riches en carbone, typiquement par exemple des écorces ou du miscanthus ou des choses comme ça, c'est des produits avec des sessions autour de 100 et donc très riches en carbone. Et donc les, les champignons, les bactéries, pour dégrader ces produits-là, les écorces par exemple, ils vont se multiplier en grande quantité. En se multipliant, ils vont aller piocher dans les réserves d'azote au niveau du sol. Et donc, ils peuvent consommer l'ensemble enfin, une partie en tout cas des réserves d'azote du sol. Et cet azote du sol qui sera consommé pour le développement des bactéries qui vont dégrader les écorces, bah, sera plus disponible pour la vigne. Donc, c'est ça une fin d'azote là. C'est un peu, c'est pas forcément très clair, très facile à expliquer, mais une fin d'azote, c'est ça. C'est pour dégrader un produit organique avec un C sur N très élevé, vous avez une grosse augmentation, un gros développement de champignons, de bactéries qui vont consommer l'azote du sol. Et donc cet azote sera plus disponible pour la vigne. Ça peut faire des carences azotées qui peuvent être parfois très préjudiciables pour la vigueur de la parcelle. Donc le rapport C sur N ne traduit pas toujours la vitesse de dégradation. Ça traduit si le produit il libère de l'azote pour le sol, dans le sol, ou s'il immobilise de l'azote dans le sol. Par exemple, le contre-exemple par rapport à la vitesse de dégradation, c'est qu'une paille, c'est un C sur N 200, ça se dégrade relativement rapidement. Par contre, un compost, c'est un C sur N beaucoup plus faible, autour de 15, et la dégradation est plus lente. Donc, ça ne traduit pas toujours la vitesse de dégradation. Après, on peut quand même partir du principe que sur de l'engrais en bouchon, c'est vrai que quand vous avez des produits, des engrais organiques avec des C sur N faibles, souvent, c'est des produits qui se dégradent rapidement. Mais pas toujours. C'est l'exemple de la paille et du compost. Euh, il y a des courbes de minéralisation pour discuter de la vitesse de dégradation des produits. Je vous ai remis un petit graphique qui vient de chez Celesta Lab, qui illustre en fait le rapport entre l'ISMO et le rapport C sur N. Donc sur la partie sur l'axe horizontal, comme tout à l'heure, vous avez l'ISMO, et sur l'axe vertical, vous avez le rapport C sur N, avec en haut de l'axe vertical les produits avec des rapports C sur N faibles qui vont libérer de l'azote, et en bas des produits avec des rapports C sur N élevés qui vont plutôt immobiliser l'azote du sol. Donc avec ce genre de choses, vous savez un petit peu comment vont se comporter les produits que vous apportez. Donc si dans vos bouchons, vous avez une majorité de compost, vous savez que c'est un ISMO élevé et que ça va pas avoir un gros impact sur la vigueur parce que ça va pas libérer beaucoup d'azote. Et si ça en immobilise, ça va pas en immobiliser beaucoup non plus. Si vous apportez des grosses quantités d'écorce, par exemple, qui peuvent être comparables à du BRF, BRF c'est des copeaux de bois. Des écorces vont avoir un ISMO de 50, donc vous allez apporter de la matière organique stable un petit peu, à 50%. Par contre, vous allez immobiliser parfois de façon très importante l'azote du sol. À l'inverse, si vous apportez des fientes de volaille, vous allez, euh, vous allez libérer de l'azote et avoir un effet plante, un effet vigueur. Voilà, ça, c'est les choses que vous retrouvez sur les courbes de minéralisation. Je vais passer à celle-ci directement. Là, c'est une coupe de minéralisation que j'ai retrouvée sur la plaquette de chez Fraissinet, par exemple. Donc, il faut savoir que en termes de vitesse de dégradation des produits, c'est bien d'avoir des courbes de minéralisation. Ça permet de savoir un peu plus clairement comment le produit se comporte. Donc là, vous avez
les quantités en pourcentage d'azote minéralisé. Par exemple, pour de l'orga 3 de chez Fraissinet, bon, ça leur fait un peu de pub, hein, je suis désolé, mais voilà. Si vous mettez une tonne hectare d'orga 3, donc c'est un produit qui a 3% d'azote, euh, vous allez libérer à 28 jours en laboratoire 50% des 30 unités que vous apportez. Il faut savoir que sur des courbes de minéralisation comme ça, c'est des choses qui seront normalisées. Quand vous avez 28 jours en laboratoire, ça correspond approximativement à une situation de 4 mois en plein champ. Donc là, en apportant une tonne d'orga 3 à 30 unités, vous libérez 50% des 30 unités. Le végétumus, qui est l'amendement de chez Fraissinet, au bout de 28 jours comme ça en laboratoire, vous libérez seulement 17% de, de la, de la- de l'azote que contient le produit. Donc c'est pas pareil en termes de fourniture d'azote de fertiliser avec un amendement que de fertiliser avec un produit plus typé engrais organique avec un C sur N plus faible. Là, avec la courbe, vous voyez bien que si vous mettez 30 unités avec de végétumus, vous allez en libérer 17%, alors que si vous mettez 30 unités avec de l'orga 3, vous allez en libérer 50%. Si vous mettez 30 unités avec des fientes, par exemple des produits à base de fientes ou de lisier, vous allez libérer 70% de l'azote qu'il contient. Et donc ça, en termes d'impact sur la vigne, en termes de vigueur, ça va être complètement différent. Au niveau des périodes d'apport, hein, alors, je vous ai remis ce graphique que vous trouvez notamment dans le guide pratique du CVC sur les besoins en azote de la plante, de la vigne et les périodes d'absorption. Donc vous avez une première partie jusqu'à la fleur où l'azote qui est utilisé par la vigne, il vient des réserves, de ces réserves qu'elle a dans le bois, dans les racines. Et l'absorption racinaire de l'azote, il se fait à partir de un petit peu avant la fleur, avec un pic au stade petit pois. Et ensuite, vous avez une diminution pour avoir de nouveau un pic au niveau de la vendange. Et ensuite, vous avez la mise en réserve. Donc, pourquoi c'est important d'avoir ce graphique en tête? C'est que si vous apportez de l'azote facilement dégradable trop tôt, dans l'hiver, par exemple au mois de janvier, vos bouchons, s'ils sont dégradés, la partie organique peut se minéraliser. Et si c'est minéralisé trop tôt, la plante, la vigne va pas l'absorber. Parce que la vigne absorbe de l'azote assez tard dans la saison. En tout cas, pas au mois de mars, par exemple, ou pas au mois de février. Pareil, si vous apportez de l'engrais sous forme minérale, il est tout de suite disponible. Et la caractéristique de l'azote quand il est sous forme minérale dans le sol, c'est il est très mobile. Et donc, si vous avez une pluie, si vous mettez un azote minéral et qu'il pleut 20 mm derrière ou plus, bah, votre azote va, va descendre dans le sol et potentiellement polluer les nappes phréatiques. Donc, c'est pour ça qu'en termes de date d'apport, c'est important d'avoir ce graphique en tête. Donc, vous avez les produits que vous pouvez mettre à l'automne, donc les composts ou les amendements organiques de masse, écorce. En fait, l'amendement, c'est pas un problème de le mettre à l'automne, ou même en mars ou en février, parce que de toute façon, il libère assez peu d'azote. Donc, comme il aura pas un impact sur la vigueur, comme il n'aura pas un impact sur la vigne, finalement, la période d'épandage est pas très importante. En fait, on peut le mettre à peu près quand on veut pendant l'hiver. Il faut que le sol soit essuyé, mais voilà. Par contre, à l'inverse, plus vous mettez un produit organique qui va se dégrader rapidement, qui va libérer les autres rapidement, plus il faudra être précis au moment de la période d'apport. Par exemple, si vous mettez du minéral, ben, il faudra le mettre au stade 3 feuilles, parce que si vous le mettez avant et qu'il pleut, la vigne ne va pas l'absorber, votre azote sera perdu. Si vous mettez de l'organo-minéral, il y a beaucoup enfin, dans les gammes de fertilisants, il y a des produits au niveau de l'azote qui sont organominéraux, donc vous avez une part d'organique dans le bouchon. Si le bouchon se dégrade, vous avez une part de minéral, pardon, dans le bouchon. Si le bouchon se dégrade, la partie minérale c'est pareil, va finir dans la nappe phréatique si le bouchon se dégrade trop tôt. Donc si vous avez de l'organominéral à mettre, mettez-le fin mars et évitez de le mettre au mois de février par exemple, parce qu'il y a des risques que la partie minérale soit perdue. Et après, vous avez les produits un petit peu intermédiaires, produits amendements avec des C sur N autour de 10, ou engrais organiques avec des C sur N autour de 10, où là, vous pouvez les mettre fin janvier, mois de février, ce genre de choses, à ce genre de moment. Au niveau de la réglementation,
pour finir là-dessus, l'épandage, il est possible dans l'Aube et enfin, globalement, au niveau de l'appellation Champagne, on est limité à 60 unités d'azote efficace par hectare et par an. C'est pareil pour l'aine, c'est équivalent minéral, mais c'est de l'efficace. Alors ça dépend du type de fertilisant que vous mettez. Le type 1, c'est 0% efficace, type 2, 50% efficace, et type 3, 100% efficace. Alors, les types 1, ça va être tout ce qui est amendement organique, compost ou engrais organique avec un C sur N supérieur à 10. Donc là, c'est 0% efficace. Les types 2, ça va être tout ce qui est organominéraux, engrais organominéraux au niveau de l'azote et engrais organique avec un C sur N inférieur à 8. Donc là, l'azote, il est 50% efficace. C'est-à-dire que si vous mettez euh, un organominéral, par exemple, à 60 unités, s'il est à 6%, vous mettez une tonne, vous apportez 60 unités, c'est un type 2, vous aurez mis 30 unités d'azote efficace. 50% de 60, ça vous fait 30. Vous aurez mis 30 unités d'azote efficace. Et on est limité à 60. Le type 3, c'est tout ce qui est engrais minéral. Donc certains mettent de l'engrais minéral, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc là, si vous mettez 60 unités d'azote minéral, c'est 100% efficace. Ça fait, enfin, vous êtes au plafond au niveau de la directive nitrate euh, dans nos départements. Donc ça, c'est pour protéger la ressource en eau, pour protéger les nappes phréatiques de, de j'ai pas le mot, mais voilà, des nitrates qui sont très mobiles dans le sol et qui peuvent migrer vers les nappes phréatiques quand il pleut l'hiver. Au niveau des périodes d'apport, donc les types 0, les types 1, donc tout ce qui est compost, amendement organique, c'est interdit du 15 décembre au 15 janvier et les autres sont autorisés à partir du 15 janvier. Après, encore une fois, nous, sur la vigne, le type 3, donc le minéral, à privilégier, au moins à partir du stade 3 feuilles, ne pas le faire trop tôt pour éviter qu'il soit perdu. Je passe rapidement. Donc, l'épandage est interdit sur les sols détrempés, inondés ou enneigés, interdit sur sol gelé, sauf pour les fumiers et les composts, les fluents d'élevage et les produits organiques. Donc, sur sol gelé, c'est possible, sauf pour les produits type minéral, par exemple. Donc, voilà, pour la partie réglementaire, c'est 60 unités d'azote minéral par hectare et par. Il y a d'autres contraintes pour les gens qui sont certifiés, donc VDC ou HVE. Au niveau de la certification HVE, vous avez le module fertilisation, il faut avoir 10 points pour le valider. Il faut faire un bilan azoté. Le bilan azoté, c'est quoi? On regarde ce qu'on apporte en azote et on déduit ce qu'on exporte en azote. Donc ce qu'on apporte, ça va être l'engrais que vous allez mettre, et ce qu'on exporte, ça va être la quantité de raisins récoltés et les sarments. Et donc là, pour avoir 7 à 8 points sur le bilan azoté, je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais il faut éviter d'apporter plus de 60 unités d'azote total. Alors, la grosse contrainte pour un HVE, c'est qu'on parle d'azote total, et donc il faut éviter d'apporter plus de 60 unités en azote total. Donc ça peut poser problème pour les vitiers qui font des apports d'écorce de fumier, ou des apports de masse de compost, par exemple à 10 tonnes hectare, ou 5 tonnes, même 5 tonnes hectare, ou 20 tonnes hectare, tout de suite, en azote total, ça fait des grosses quantités d'azote. Alors, c'est pas très cohérent agronomiquement parce que cet azote-là, il va pas se libérer rapidement du tout. Mais on parle en azote total, donc 30 tonnes de compost à l'hectare, ça peut faire 100 unités d'azote. Et donc là, on peut dépasser largement le bilan azoté. Donc, la partie bilan azoté, et vous avez l'indicateur part de l'azote organique apporté. Vous prenez 4 points si l'azote que vous apportez, il est sous forme organique à 55% ou plus. Donc là, vous pouvez ne pas avoir les 4 points si vous mettez du minéral ou de l'organominéral. Il faut faire attention à ça. Après, si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille, avant de faire vos choix, de contacter votre conseiller certification pour avoir la validation et être sûr de rentrer dans les clous de la certification. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est un peu court pour rentrer dans le détail de tout. Il y a beaucoup de choses à dire. On est obligé de rester un petit peu en surface sur beaucoup de choses. Si vous voulez aller plus loin, on propose des formations qu'on appelle approche globale de la fertilisation qui se passe sur 2 jours avec une partie en salle, une partie sur le terrain.
On l'a fait le 19 et 20 janvier à Épernay et le 21 et 22 janvier dans la foulée à Bar-sur-Seine. Pour vous inscrire, vous avez nos contacts en direct ou alors sur le site internet de la Chambre. Voilà, c'est des formations qui marchent assez bien. On les fait depuis plusieurs années. On les a fait récemment là pour chez des distributeurs pour former des conseillers vendeurs et des techniciens. C'est une formation qui plaît et voilà, on a le temps d'aborder les choses un peu plus dans le détail, un peu plus dans le détail. On fait des choses un peu plus pratiques en fonction des situations de chacun. Voilà, on propose aussi un accompagnement individuel. Donc c'est pareil, si vous avez besoin de plus d'informations, on peut se déplacer sur vos exploitations pour faire un point là-dessus et voir où vous en êtes et faire une préco, un plan de fertilisation. Euh, voilà, je sais pas s'il y a des questions. Et oui, Pierre, il y a quatre questions. Donc, déjà, la première, je pense que tu as répondu. Pour les unités d'azote efficaces pour l'HVE. Donc, je pense que ça, c'est bien répondu. Il y a une question sur la stratégie pour baisser l'indice IPC, donc l'indice de chlorose. Donc, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Bah, l'indice, tu me diras ce que tu en penses, mais l'indice IPC, en fait, il est calculé à partir du fer extractible, donc qui est présent dans votre sol, et du calcaire actif. Donc, pour baisser l'IPC, bah, on a le choix de jouer sur l'apport de fer. Après, pour jouer sur la partie calcaire actif, c'est plus compliqué, sauf si vous reprenez le sol entre l'arrachage et la replantation en faisant des apports de terre. Voilà, c'est possible, mais c'est des travaux qui sont conséquents et pas forcément toujours conseillés. Il faut que ce soit bien fait. Enfin, c'est voilà, quand même très particulier. Totalement raison. Il est quasiment impossible de diminuer au niveau de manière pérenne les calcaires actifs. Donc l'IPC. Donc il est beaucoup plus préférable de miser sur la gestion agronomique et matériel végétal. Donc, mais Ouais. changer l'IPC, c'est vraiment très très difficile. Donc, tu as déjà parlé. Donc, on peut augmenter un petit peu la matière organique, mais le problème ne va pas être résolu, en tout cas. Donc, on a une autre question aussi sur pourquoi il y a une différence entre la libération d'un amendement organique et d'un engrais organique. C'est les slides que tu as montrés pour les produits Francinet au niveau Mm. des végétumus et, et Orga 3. Si tu veux répondre, ou Bah, tu veux. vas-y, t'as pas un autre son de cloche? Non, mais voilà, un engrais organique dans sa composition, C'est il ça. sera Ouais. composé de produits qui vont se libérer plus facilement, qui vont se dégrader plus facilement. L'amendement, lui, sera composé de compost, qui est plus stable dans le sol. Et donc, en fait, l'azote qui est lié au carbone dans le compost, il est difficilement dégradable. Donc, comme il est Ouais. difficilement dégradable, il va s'en libérer peu. Alors que l'engrais, lui, il va être composé bon, il peut être composé de fumier, par exemple. Du fumier, c'est la matière organique qui est beaucoup plus facilement dégradable par les micro-organismes. Et bah, comme il se dégrade plus facilement, il libère de l'azote en plus grande quantité. Et pour les faire plus simples, les amendements, ils sont plutôt d'origine végétale. Donc, les origines végétales sur les amendements, ils ont une dégradation, comme Pierre il vient de dire, très lente. Et évidemment, tous les engrais organiques, ils ont une ratio végétal-animal qui est différent. Donc, on a plus d'animal ou un peu plus d'animal sur les produits. Donc, c'est pour cela il y a cette libération d'azote qui est beaucoup plus forte. Donc, c'est la partie animale qui apporte une libération plus forte au niveau de l'engrais. Et il y a une dernière question aussi. Il y a les besoins, oui, c'était les slides, les premières slides que tu as montrées sur les exportations et les importations au niveau de sarment et des feuillages, Ouais. au niveau d'importation. Donc, évidemment, euh, les broyages de sarment et les feuillages apportent l'azote et du carbone dans les sols. Mm. Donc, on peut montrer combien exactement, je Tu pense. veux que je le remette?
Oui, de périmètre. Comme ça, donc, si on va introduire les sarments, on gagne à peu près 10 unités d'azote. Entre 10 et 15 unités d'azote euh, selon les vigueurs de la vigne. C'est pas toutes les vignes les mêmes potentiels, en tout cas. Ouais, c'est des valeurs moyennes et donc ça, voilà, ça permet d'avoir un complément en libération d'azote et puis bah, indirectement de compenser, de faire des apports de matière organique. Ça fait des apports de matière organique, ça compense les pertes de matière organique qui se font naturellement et comme cette matière organique a apporté que les serments, elle se dégrade, ben, en se dégradant, elle libère une partie d'azote. Et une deuxième question, une dernière question, je pense. Qu'est-ce qu'on pense de l'azote liquide? Ici, il faut faire la différence si on parle d'azote liquide minéral ou organique. Donc, parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on peut trouver aussi l'azote organique. Si on parle de minéral, bah, le minéral, c'est un produit qui a une action directement sur la plante. Donc, évidemment, sur des situations avec des faibles vigueurs ou des situations que le sol n'est pas capable de fournir l'azote pour la plante, l'azote liquide, ça peut jouer un rôle très très vite pour les redresser, pour réaugmenter les vigueurs. Je t'ai pas présenté, Dimitri, au fait. Oui, je suis Dimitri Skoutelas, la Samba d'agriculture de l'Aube. Donc, avec Pierre, on anime la formation approche globale de la fertilisation. Et il y a une, et, il y a une dernière question quand même qu'on va arrêter là, je pense. Et on n'a pas marqué sous les tableaux, on a marqué l'exportation et pas l'importation dans les tableaux, évidemment. Oui, voilà. L'importation, Oui, oui, alors après, oui, évidemment, ça dépend de l'engrais que vous mettez. Là, c'était pour illustrer en fait le manque à combler. oui. Après, en fonction de la quantité de raisin qui est récolté, en fonction de l'objectif de rendement et en fonction du potentiel de votre sol, il y aura soit peut-être rien à combler, ce qui est assez rare quand même, soit 30 unités à combler, 40 unités, 50 unités, 60 unités, en fonction des paramètres dont on a parlé, la quantité d'herbe, le potentiel du sol à fournir de l'azote naturellement, ce genre de choses, le matériel végétal. L'année aussi, parce que forcément, on parle de minéralisation de matière organique, ça dépend beaucoup des conditions de l'année. Sur un printemps qui est très sec, où vous n'avez pas d'eau, il y a peu d'humidité dans le sol, l'activité organique, elle tourne au ralenti. Donc, vous allez libérer beaucoup moins d'azote que sur un printemps un peu plus humide, où les conditions sont plus réunies pour pour favoriser la minéralisation. C'est pour ça que fertiliser avec de la matière organique, c'est bien, c'est bon pour le sol parce que vous allez favoriser l'activité biologique. Vous allez avoir un sol qui sera au bout du compte toujours plus fertile que si vous mettez pas de matière organique. Par contre, c'est plus compliqué à piloter. Un peu ça le problème. Et par rapport à la question, quelle structure en Champagne passe par Célestin Lab? Aujourd'hui, Célestin Lab, travaille en direct. De mon connaissance, je ne connais pas une structure qui travaille Non, alors ils travaillent en direct. en direct. Je pense pas en direct. Ils ont un partenariat avec UPS au niveau de l'envoi des échantillons. Après, si, on a quand même un partenariat avec eux au niveau national avec les chambres. Il y a une réduction, je crois. D'accord. Mais bon, après, nous, on peut servir d'intermédiaire pour l'envoi, sinon c'est un envoi via UPS classique. Et en passant par UPS, du coup, le, le transport d'échantillons jusqu'à Montpellier, où se situe le labo, est gratuit, normalement.
Et il y a une dernière question qui vient d'arriver sur la porudie dans la vigne. Est-ce qu'il y a une fertilisation une solution en fertilisation détectable Sur le pourridier? sur les porudiers? Donc, par analyse des sols, par exemple. Et non, l'analyse des sols ne peut pas montrer la porudie. Je pense que c'est plutôt une analyse. La porudie, c'est déjà une analyse d'extraction des racines. Hmm. Et, et peut-être si on analyse les champignons spécifiques. Mais les labos classiques comme Stellesta Lab ou Aurea ou les Kama, ils n'ont pas une analyse spécifique sur les pourridiers. Non, non, pas à ma connaissance. Après, en termes de fertilisation, par rapport au pourridier, ça va être euh, palliatif. À la rigueur, oui, ça va induire un dépérissement, une perte de vigueur. On peut contrebalancer en fournissant un peu plus d'azote, voilà, un peu comme pour le cournoyer, mais à terme, c'est pas une solution. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose comme solution actuellement contre le pourridier, à part le repos du sol. Après, ouais, en termes de fertilisation, ça peut être compensé un petit peu en termes de fertilisation, mais dans tout le cas, il n'y aura pas de miracle et ça sera pas le levier principal sur lequel vous pourrez jouer par rapport à ça. Le levier principal, ça sera l'arrachage, le repos du sol et puis le drainage de la parcelle éventuellement. Les webinaires, il va être disponible sur notre site, donc, le site de Centre d'agriculture du vignoble sapénois. Vous pouvez retrouver tous les diapos et toutes les vidéos. Et On je s'arrête pense là? qu'on peut arrêter là. Il y a une dernière question sur la stratégie contre les cournois. Est-ce qu'il y a une stratégie efficace? Et on va finir là. Donc, Cournoye, c'est un gros souci qu'on a sous notre vignoble. Donc, évidemment, il n'y a pas une stratégie efficace, si vous voulez une réponse. Et il faut travailler sur différentes stratégies. Donc, déjà, la première chose, c'est les repos du sol, qui est très important. Et, par contre, économiquement, c'est très difficile à mettre en place. Et, évidemment, aujourd'hui, la stratégie qui se fait très régulièrement, c'est enlever les sols contaminés et amener des sols qui a pas de nématodes. C'est des méthodes qui ça se fait. Par contre, c'est pas une stratégie qui est très efficace parce qu'on va arriver dans quelques années à réavoir l'installation du Cournoye. Donc aujourd'hui, on peut aussi travailler sur les leviers de fertilisation, mais c'est pas des solutions qui vont corriger les problèmes. Donc évidemment, aujourd'hui, dès qu'on n'a pas une porte-greffe qui est résistant au Cournoye, ça reste un problème sans solution. Sans solution à 100%. Je suis d'accord, ouais. Alors après, le fait de décaisser, ramener de la terre, c'est quelque chose quand même qu'on met pas en avant et que, enfin, je sais que le comité le met pas en avant non plus parce qu'en termes de terroir, c'est très borderline. Puis c'est des travaux qui sont assez lourds. Je crois que dans le cahier des charges, c'est pas vraiment autorisé non plus, enfin, en tout cas, sur dérogation. Et après, oui, charger un peu plus en azote pour compenser, ça peut être un levier. Jouer sur le matériel végétal en mettant des porte-greffes notamment plus gros, ça peut être un levier. On connaît des vitis qui le font. Le CVC a fait des essais là-dessus, sur du 5 bb, du 140 Jerry, du 1103 Paulsen. On a aussi des distributeurs qui proposent des formules qui, a priori, peuvent être intéressantes. Alors, on les a pas encore mis en essai, on réfléchit à le faire, enfin, on va essayer de le faire. Il y a des choses qui sont proposées. Pour l'instant, il n'y a rien de miraculeux. Après, en termes de fertilisation, oui, ça peut être ça. Ça peut être comme pour le brouiller, de compenser la perte de vigueur par un apport d'azote plus important pour essayer voilà, de C'est toujours, maintenir une vigueur satisfaisante et un rendement, quoi. Mais c'est toujours des solutions de court terme, en tout cas. c'est ça. Ouais. Donc, on va finir ici. Merci, Pierre. Et merci à vous d'avoir participé, puis merci à toi.